Bonjour à tous, bienvenue au 5e panel. Je suis le modérateur Georges Mekara-Solo. Notre panel qui met l'accent sur la microfinance des personnes vulnérables et des migrants. Nous l'avons depuis hier compris, c'est une population qui vient à la suite des déplacements qui a lieu à travers des catastrophes, des situations politiques. Et en écoutant Madame la ministre hier, je me suis posé la question de la vulnérabilité. Nous l'avons tous connu de part et d'autre. Pour certains, c'est d'ordre politique, pour d'autres, c'est d'ordre religieux, pour d'autres, c'est même d'ordre sentimental ou émotionnel. Mais on a tous un point commun, on a besoin d'assistance lorsqu'on est dans une position de vulnérabilité. Et la thématique de ce jour, justement, lorsque nous passons de l'étape de vulnérabilité à une étape humanitaire et de stabilité, et entrons dans la phase de développement, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Donc, pour débattre de ça cet après-midi, nous avons ici présentement 4 panélistes. Monsieur Abdourahmane Diop, chef de mission de l'OIM, qui est au Cameroun. Il est diplômé de l'Université de Laval au Québec et également de l'Université Cheikh Anta Diop à Sénégal. Bienvenue, M. Diop. Nous avons également comme panéliste Mrs. Nigest Ai. Elle est la fondatrice du Center for Accelerated Women's Economic Empowerment in Ethiopia, which is a project of the First Lady of the Democratic Republic of Ethiopia. Welcome, Mrs. Haile. We also have, as panelists here, Mrs. Sandrine Ziwa. She's the Deputy Managing Director of one of the largest microfinance in Cameroon, Advance. Elle est diplômée en management, microfinance et inclusion digitale de la Business School de Francfort en Allemagne. Nous avons comme dernier panéliste ici aujourd'hui, bienvenue à tous, Aïssa Toussamier. Elle est coordonnatrice et superviseure à la Banque islamique de développement. Elle est diplômée en santé publique et en santé mentale. Bienvenue à tous. Nous allons commencer dans des modalités simples pour respecter le temps qui nous est imparti. Je vais demander à chaque panéliste une présentation qui ne dure pas 5 minutes. Et après, nous allons avoir une série de questions que le panéliste va poser, le modérateur va poser une question qui répond à tous les panélistes et ensuite nous allons laisser à l'assistance le soin de poser des questions. Merci. À vous, monsieur. Merci beaucoup pour cette opportunité de partager avec vous. Je vais aussi me tenir debout avec votre permission. Juste encore une fois, vous dire merci pour l'opportunité et le plaisir qui est mien d'être avec vous aujourd'hui. Pour la petite histoire, quand j'ai été contacté sur ce sujet pour la conférence, on me dit il y a un thème sur la microfinance et j'ai dit mais qui présente? Donc on m'a montré les panélistes et je disais mais on ne voit pas la cible, on ne voit pas la partie où justement les migrants même sont concernés ou les déplacés même sont concernés. Donc on avait plus des présentateurs qui devaient parler de ce qu'ils donnent. Mais quant au receveur, on n'avait pas en fait une vision. Donc je me suis proposé de donner un petit aperçu, une petite expérience en tant qu'OIM au niveau du Cameroun sur comment est-ce que justement les déplacés internes, les migrants, les personnes vulnérables reçoivent en fait ou perçoivent la question du crédit. Quels sont justement les moyens par lesquels ils reçoivent ce montant et comment ils arrivent à le faire. D'où le thème, besoin des migrants, les taux des mécanismes de financement, défis, perspectives et solutions. Donc, diapo. Rapidement, en termes de cadre, bon, c'est un peu le plan que je voulais présenter, mais avec les 5 minutes qu'on me donne, je pense que je vais aller plus vite. Diapo, s'il vous plaît. Bien entendu, comme vous le savez, nous avons des cas stratégiques
Et les cadres en question, c'est la stratégie d'action de développement SND 30 au niveau du Cameroun, mais également un certain nombre d'autres instruments. En deux mots, le développement des très petites et moyennes entreprises et l'entrepreneuriat dans les zones urbaines représente une priorité pour le gouvernement camerounais. Donc ça apparaît en tout cas dans les documents, dans les cas stratégiques, dans les politiques. Et également au niveau international, on a au moins 2 indicateurs des ODD qui traitent de ce sujet. Le travail décent et la croissance économique. Je pense que ma soeur du BIT qui est là peut sans doute nous dire un mot là-dessus, mais aussi le SDG 10 sur la réduction donc, des inégalités. Et donc c'est là où en fait l'OIM se positionne fondamentalement, même si le thème de la migration touche l'ensemble des ODD et vice-versa. Diapo. L'objectif numéro 2 du Pacte mondial pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière prévoit clairement d'investir dans le développement durable au niveau local et national dans toutes les régions, de manière à permettre à chacun d'améliorer sa vie et de réaliser ses aspirations en favorisant une croissance économique soutenue, partagée, durable, etc. etc. Donc c'est juste pour dire que vraiment, quand on travaille sur ce sujet, il est important de rattacher ce que nous faisons avec les cadres. Et c'est le défi justement de la durabilité de nos actions et de la reconnaissance de notre apport dans ce qui est fait. Et ça, malheureusement, souvent, beaucoup d'acteurs, au niveau des associations, au niveau des ONG, au niveau même local, on ne perçoit pas fondamentalement cette mise en corrélation. J'aimerais que quand le Cameroun fait son bilan sur la mise en œuvre des ODD, qu'il puisse toucher ce que l'association des femmes de Berthois fait justement dans le sujet. Mais si l'information ne remonte pas, s'il n'y a pas, j'avais dit, de référence au cadre stratégique, malheureusement l'information est perdue et on a des risques de doublons, etc. etc. Donc, le deuxième point, le contexte de l'employabilité au Cameroun, tel que nous on l'a perçu, Diapo, ce qu'on a comme documentation et ce que nos expériences nous ont permis de constater, c'est que les secteurs qui sont à fort potentiel de recrutement au Cameroun sont ceux-là. Les BTP, l'agriculture et l'élevage, secteur éthique, forestier, transport logistique, financier, bancaire, secteur de la santé. C'est une enquête que nous avons réalisée et qui permet effectivement de sortir effectivement ces différents domaines. Mais quand on regarde les migrants de retour, ceux que nous avons assistés 2017 à 2022, environ 6000 personnes ont été accompagnées par le lien de retour. Quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire, vous avez au moins 70% qui disent agriculture et élevage. Donc ça reste un des secteurs clés phares donc, de recrutement au niveau du pays. Les statistiques de l'INS relèvent que le taux de chômage au Cameroun a augmenté de 6,1% en 2021 comparativement en 2020. Et en vérité, tout simplement pour dire ici que la microfinance ou encore l'accès au crédit, l'employabilité ou l'entrepreneuriat, va être une source importante pour justement baisser la courbe donc, du chômage et permettre à l'emploi décent d'augmenter en termes de statistiques et le taux au niveau du Cameroun. Les causes et les échecs des instruments d'insertion des jeunes, solutions et mesures. À un moment donné, je dis à mon équipe, bon, chaque fois, on soutient les jeunes avec des petits financements. Quand ils rentrent de l'étranger par la migration, suite à la migration irrégulière, nous, on les accompagne souvent avec des montants jusqu'à 800 000 francs CFA. On donne les 800 000 en 2 tranches. 500 000 francs au début, puis là-bas la présentation du projet, et ensuite 300 000 francs quand ils prouvent l'utilisation de ce fonds. Pardon. Et ce qui arrive malheureusement, c'est que beaucoup n'arrivent pas à tenir leur entreprise. Il y a un taux d'échec qui est assez important. Et ce taux d'échec, pour moi, je voulais le comprendre. Donc, j'ai demandé à mon équipe qu'on se pose la question, en tant qu'acteur qui donne, pour comprendre pourquoi les entreprises des jeunes, effectivement, ne marchent pas. Donc, on a segmenté ça en plusieurs tranches, voir un peu les causes, les problèmes au niveau des jeunes et des banques, encore, et d'autres acteurs, d'autres niveaux. Au niveau des jeunes et des banques, ce qui ressort, c'est que le jeune qu'on accompagne avec une microfinance, avec un crédit, 500 000, 800 000, 1 million, en fait, on oublie que le jeune a aussi d'autres besoins qui entourent et qui sont liés à sa personne. Éducation,
santé, habitation. En début d'année, on était à Baganté, nous avons fait notre retraite. Nous avons invité une dame que nous avons accompagnée. Elle a eu le montant de 800 000, plus 400 000 francs parce qu'elle avait un enfant, donc 1 200 000, qu'elle a investi pour faire la tomate, culture de tomates. Belle culture, elle m'a dit, mais je n'ai jamais pensé un jour tenir autant d'argent dans ma main. Elle lance son projet, ça commence à marcher, et elle commence à mettre en malade. Tout ce qu'elle avait comme bénéfice a été utilisé pour soigner la maman. Finalement, elle retombe en vulnérabilité. Donc, quelque part, pour ceux qui vont me suivre, parce que je vais devoir aussi partir après cette présentation, que nous posons la question, nous demandions aussi justement comment. Quand on pense au projet d'un jeune, que l'on pense aussi justement que c'est un élément dans un écosystème et il faut considérer cela. L'analphabétisme, effectivement, c'est un défi. L'accès à la terre, surtout les femmes. On est encore dans des cultures là où justement l'accès à la terre n'est pas évident pour cette tranche de la population. Les femmes qui nous réunissent dans cette conférence, mais on a ce défi et je pense qu'il y a quelque chose aussi à faire à ce niveau en termes de réflexion. La faible culture associative, entrepreneuriale et de réseautage, malheureusement, ce qui nous a été donné de constater ici au Cameroun, c'est que les jeunes préfèrent rester seuls. Les gens ne veulent pas se mettre en réseau. Les gens préfèrent rester individuels avec son projet. Ils ne cherchent pas à savoir est-ce que vous avez la même idée, est-ce qu'on peut se mettre ensemble, est-ce qu'on peut travailler ensemble. Non. Les gens sont segmentés. Et donc, nous, encore une fois, c'est des résultats d'une enquête. Sur des migrants de retour que nous avons accompagnés à la réinsertion. Donc, peut-être que ce n'est pas exhaustif, je m'en excuse, mais j'ai pensé bon de présenter également cela ici. La charge de création des entreprises étant élevée, donc ce qui fait que beaucoup vont être dans l'informel. Parce que justement, les coûts à investir pour créer une entreprise, le temps que ça prend. Une de mes amis qui vient de l'Allemagne qui me raconte une fois, après, quand je suis arrivé une fois au Cameroun, je me suis dit, je vais me comporter comme une citoyenne lambda et je vais essayer de créer une entreprise. Elle dit, ouais, c'était pas facile. La procédure, l'argent qu'il fallait dépenser, les dessous de table, etc., j'étais découragé à la fin. Mais j'ai pris du recul, je suis revenu encore plus forte et je l'ai fait. Donc c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas se voiler la face. C'est notre pays, on l'aime. Mais quand il y a des choses aussi qui ne fonctionnent pas bien, on doit pouvoir les soulever en vue justement de bien les traiter. L'absence de garantie bancaire, toujours un problème. On veut donner du crédit, on vous demande une garantie. Alors nous, vous dites, mais bon, si j'avais la garantie, je n'allais pas venir vous demander de l'argent. Voilà. Donc, absence de capacités financières insuffisantes, etc., etc. Donc, du côté des banques et des jeunes, voilà les défis que nous avons pu recenser. Un autre défi qui n'apparaît pas ici, c'est, j'allais dire, la culture entrepreneuriale elle-même. C'est-à-dire la culture du travail, la culture de savoir-être. Le savoir-être. Malheureusement, dans nos entreprises, on va trouver des gens qui ne connaissent pas la ponctualité, le respect des délais, la tenue, etc. C'est les réalités, le professionnalisme, la confiance en soi. Comment est-ce qu'on adresse effectivement tout ça quand on prend encore une fois en tant que banque, quand vous recevez un client, de penser vraiment à tout ça. Donc l'écosystème extérieur, mais aussi plus ou moins l'écosystème intérieur. Voilà. Pour le gouvernement, l'outil administratif, comme je l'ai dit, faible communication sur les opportunités d'emploi. On était au marché, comment ça s'appelle le marché? Là, on a fait la sensibilisation. Kennedy. On était au marché Kennedy, on a fait la sensibilisation sur la lutte contre la migration irrégulière. Et voilà, le gouvernement était là avec nous, il disait il y a telle opportunité. Et les jeunes disaient mais nous, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'est pas au courant de ça. Et même quand on est au courant, des fois, pour avoir accès, ce n'est pas facile. Donc, il y a l'ordre administratif lenteur, la faible communication sur les opportunités, le clientélisme et l'absence d'objectivité dans les sélections. Donc, les jeunes aujourd'hui perçoivent que les financements ne sont pas accordés de façon objective. C'est leur perception. Et en tout cas, c'est ce qui ressort dans notre enquête. Faible culture associative, encore une fois, des mécanismes d'appui à l'insertion des jeunes non adaptés à la cible, faible accompagnement technique, entrepreneurial et managérial des bénéficiaires. Donc, oui, on donne un financement, mais il y a la question du coaching. Encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai une brillante idée, j'ai de l'argent que ça va donner un succès. Et ça, ce n'est pas qu'ici. Même en Europe, aux États-Unis, en Chine, voilà pourquoi la question, à un moment donné, le mentorat va émerger dans notre société. Le coaching va émerger dans notre société parce que justement, il y a une reconnaissance. Je disais à mes collègues, une fois, monsieur, trouvez-vous un coach. Parce que vous avez les compétences techniques, c'est clair. Vous avez l'aptitude professionnelle, c'est clair.
mais il y a quelque chose qui manque. Et avec un coach, vous allez y arriver. Et donc, quelque part, il y a également ce besoin qu'il faut intégrer. Encore une fois, je cherche les arguments, les moyens de faire en sorte que quel que soit le montant que je donne à un jeune, il réussisse. C'est ça ma préoccupation quand je lance cette enquête. Donc, voilà pourquoi ces différents aspects sont ressortis. Diapo. Opportunité, OIM, allez-y. Qui nous sommes, je pense que je l'ai présenté hier, c'est un peu notre présence sur le terrain, les différents secteurs où nous travaillons, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Diapo, juste pour dire que voilà, on a une grosse capacité d'intervention, d'intervenir justement sur les secteurs à la fois humanitaires et de développement, répondre aux besoins des populations à vulnérabilité, mais en même temps amorcer la pente du développement pour les sortir justement donc, de cette vulnérabilité. Donc ça, c'est tous les secteurs où nous intervenons. Diapo. Mécanisme d'accompagnement, encore une fois, s'il vous plaît. Alors, quelques initiatives, quelques mécanismes, quelques expériences. On a lancé une activité dernièrement, migration et pâtisserie. On a réuni 7 ou 8 déplacés internes, y compris quelqu'un de la communauté haute. On les a formés en pâtisserie, parce qu'ils avaient déjà une compétence, on les a formés et avec des coachs professionnels. Et on les a accompagnés à présenter effectivement leur projet. Et c'est ce qui va ressortir en fait, quand on fait le débriefing, Diapo, c'est que malheureusement, en termes d'accès, d'accès au crédit, c'est quelque chose qui est une sorte de plafond pour eux. Donc j'ai invité par exprès quelques banques au débriefing de sortie. Ils ont été clairs. On ne va pas vous prêter de l'argent. Oui. Donc malgré que l'OIM, en tant que Nations Unies, on a accompagné les jeunes, on les a formés, on les a aidés à dresser leur business plan, on les a appris à présenter, parce qu'ils ont présenté leur projet ce jour de façon brillante, mais le résultat est le même. La banque ne veut pas prendre de risque. Voilà. Donc, OIM, garant moral, ils ont dit c'est gentil, mais nous on veut un garant financier. Ok, d'accord. Mais il réfléchit, Diapo. Donc c'est pour dire que, voilà, c'était un peu ça la photo d'initiative. On a un besoin aujourd'hui, vous pouvez avancer, un besoin aujourd'hui, ce sera vraiment ça mon message clé. Le constat, c'est que les dossiers des jeunes des migrants sont massivement rejetés par les banques pour défaut de garantie. L'hypothèse retenue après l'étude, c'est d'ouvrir un guichet, un fonds de garantie dans une institution financière locale. Donc si les agents des Nations Unies pouvaient peut-être se mettre ensemble, ou avec d'autres partenaires qui sont peut-être dans cette salle, on crée un fonds de garantie. Et on crée aussi un mécanisme d'accompagnement des projets des jeunes. Sélection rigoureuse, accompagnement dans la mise en œuvre, prise en compte de l'écosystème, parce que les gens ont des mères, des pères, des frères et des sœurs dont il faut justement tenir compte dans le travail. Les acteurs, gouvernement, PDF, OSC, donateurs, mécanisme de financement en 5 étapes, sensibiliser, inscrire les candidats, présélection, sélection, accompagnement, étude de dossiers et financement, et puis financement et coaching dans la mise en œuvre effectivement du projet. Diapo. On a mis en œuvre notre projet, ça c'était au Burkina Faso, jeunesse, emploi et migration, GEM. Dans la région du centre-est, on l'appelait GEM, c'était aussi pour sortir un peu le côté amour, parce que quand on n'aime pas sa localité, quand on n'aime pas ce que l'on fait, tout est passion. Et avec la passion, on réussit forcément. Donc il y avait le sens que nous avons voulu donner à ce titre, et un mécanisme a été mis en place conjoint. Donc ce n'est pas qu'une affaire du gouvernement, ce n'est pas que les Nations Unies, mais c'est vraiment comment on se met ensemble pour répondre ensemble aux besoins de la jeunesse des pays où nous travaillons. Donc je pense que c'est essentiellement cela. Allez-y, encore. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. C'était un plaisir. Merci M. Diop. Vous n'avez pratiquement pas dépassé de 30 secondes le temps qui vous était imparti. Nous allons poursuivre avec les panélistes et nous allons aller à la Banque islamique de développement. Nous voyons cette perspective de la part de ceux qui financent, des bailleurs. Et j'invite ici Madame Aïssatou Sani. Merci. Bonjour tout le monde. De quoi a été dit déjà, et tant qu'on l'installe
la présentation. Alors, je vais avancer pour gagner en temps. Déjà, je voudrais dire d'entrée de jeu, la banque islamique n'est pas une banque commerciale. Parce que je m'attends déjà à des questions, il y a tel projet, pourquoi on ne finance pas, pourquoi on ne reçoit pas l'argent. Nous ne sommes pas une banque commerciale. Il y a une banque commerciale dans la salle qui est très bien représentée. Vous allez pouvoir poser toutes ces questions-là. Mais déjà, la Banque islamique de développement n'est pas une banque commerciale. Nous n'ouvrons pas les comptes, nous ne donnons pas des prêts aux individus et tout ce que les banques commerciales font. Retenons déjà cela. Alors, par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, l'approche de la Banque islamique oui, c'est le sujet qui revient toujours. On veut savoir pourquoi banque. C'est une banque de développement. Exactement. La Banque mondiale, qui a déjà ouvert un compte à la Banque mondiale ici? Alors, pourquoi s'attendre à ce que la Banque islamique ouvre des comptes? Ah, sujet pour un autre jour. L'approche de la Banque islamique de développement envers les personnes déplacées de force, réfugiées et déplacées internes. Je vais aller très vite aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et je vais juste m'attarder sur l'approche de la Banque islamique de développement en ce qui concerne les réfugiés. Nous avons une approche holistique et globale. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne considère pas le réfugié juste comme quelqu'un qui a faim, ou qui a soif, ou qui a besoin d'un toit. On considère tout ce qui concerne le réfugié. Cette personne a besoin d'un soin, d'une aide holistique. Ce qui fait que si nous impliquons dans des projets par rapport aux réfugiés, c'est une approche holistique, c'est un financement holistique. Et dans cette approche que nous avons, bien sûr, nous avons des étapes importantes. Bon, je vais aussi sauter ça. Donc, next. Je vais parler de la stratégie. C'est quoi notre approche stratégique? Tout d'abord, nous avons l'investissement dans la prévention. Pour s'attaquer aux facteurs de fragilité, le conflit et les conflits qui sont les causes profondes de déplacements forcés, les réfugiés et les personnes déplacées et tout ça, il y a des causes bien sûr, mais nous mettons un accent sur la prévention. Comment prévenir cela? Bien sûr, vous allez me dire, bon, ils sont déjà des réfugiés et tout ça, mais la Banque islamique de développement met vraiment l'emphase sur la prévention. Ensuite, nous avons la transition de l'aide d'urgence vers le développement. Alors, assurer un engagement durable dans le cadre du lien entre l'humanitaire, le développement et la paix. Je ne sais pas si on peut comprendre que le réfugié ou le déplacé déjà n'a pas juste qu'un problème. Nous devons assurer vraiment le développement, le lien humanitaire, parce que très souvent on a tendance à penser qu'il faut, j'ai entendu ici, il faut aider les femmes à créer des entreprises, quelque chose comme ça. Ok, quand ces entreprises sont créées, comment est-ce qu'elles gèrent ces entreprises? Comment est-ce qu'elles réussissent à multiplier ces entreprises? Et même si elles créent ces entreprises, qu'est-ce qui garantit qu'elles vont utiliser cet argent pour envoyer l'enfant à l'école? On va juste se dire que non, c'est un réfugié, c'est un déplacé, tout ce qu'il faut, c'est lui donner 50 000 francs pour commencer à vendre des beignets, un truc comme ça, et ensuite venir dire que la Banque islamique doit financer. La Banque islamique doit poser la question de manière holistique. Qu'est-ce que ceci va apporter au développement de la communauté de ce réfugié? Ok, si on donne 1 million de francs CFA à cette personne, je précise qu'on ne donne pas de millions à qui que ce soit. Comment est-ce que ça va apporter un plus? C'est quoi la transition de l'urgence vers le développement? Comment est-ce que cette urgence, ce réfugié, qui est une urgence qu'on doit résoudre, comment est-ce qu'on l'amène au niveau d'être développé, au niveau d'être empowered, comme on dit? Ensuite, la troisième approche, c'est soutenir la relance et la résilience. Maintenant, ici, il s'agit de soutenir les initiatives de relance et de renforcement de la résilience, tout en capitalisant sur le réseau de développement et en agissant sur la base du partenariat.
Ici, vraiment, il y a une panoplie de partenaires. Nos partenaires sont assis ici. C'est avec eux que nous travaillons pour venir en aide aux réfugiés. Alors, une autre chose importante, la Banque islamique de développement a une manière de financer les choses. Les partenaires ici présents vont le reconnaître. De plus en plus, on entend parler de... C'est quoi les banques commerciales? Islamic banking. Oui. Voilà, la finance islamique. Ok. Mais non. Au niveau de la Banque islamique de développement, ce n'est pas la même chose. Nous avons des fonds spéciaux pour les réfugiés et les déplacés. Vous allez les voir citer la finance sociale islamique, le fonds WAF. Le fonds WAF en lui-même est en train de... D'ici peu, ça va être annoncé. On est en train de faire de très belles choses avec ça. Donc, les réfugiés, les déplacés auront un accès un peu plus grand avec le fonds WAF. Fonds de vie et de subsistance, autonomisation économique des familles défavorisées. Bref, voilà les moyens par lesquels, pardon, la Banque islamique intervient. La Banque islamique ne vient pas juste dire où sont les réfugiés, présentez-les, nous allons vous aider. Il y a un cadre de travail, il y a un cadre de fonctionnement. Attends, c'est bon? Ok. Next. Non, leçon apprise. Les crises difficiles et complexes nécessitent une coordination, des alliances, des partenariats efficaces. Je pense que cela a été dit ici. Il faut un partenariat vraiment efficace. Il faut une coordination dans nos interventions. Les réfugiés et les personnes déplacées vraiment ont des besoins, mais il faut une très grande coordination entre tous les acteurs concernés. Parce que jusqu'à présent, il y a des interventions individuelles, des one-shots. Il y a une dame qui a parlé de ça ici. Mais de notre expérience, nous voyons qu'il y a cette nécessité de coordonner nos interventions. L'environnement politique et institutionnel propice pour faciliter le dialogue, l'engagement et la fourniture des services. Voilà quelque chose de très important. Certes, nous ne pouvons pas intervenir directement, mais plus l'environnement politique et institutionnel est stable et propice, plus tout le monde se trouve à l'aise et nous pouvons mieux intervenir. Aussi, nous avons compris qu'une approche sensible au conflit tout au long des interventions, c'est-à-dire on n'intervient pas juste pour donner un emploi à un réfugié ou à une personne déplacée, mais on intervient de manière sensible, on pense au conflit, c'est quoi les problèmes psychologiques, c'est quoi les problèmes dans les ménages, on ne vient pas juste comme un bulldozer qui vient, ok je viens résoudre tous les problèmes, on prend une approche comme je disais tantôt holistique et on prépare des interventions qui vont résoudre le problème général de la personne. Aussi, nous avons compris que le plaidoyer et la communication transparente pour en gérant les attentes est très importante. Très souvent, comme on a dit tantôt, j'ai suivi le panéliste qui est passé, il y a des opportunités, mais nous ne savons pas où elles sont. La preuve, beaucoup de personnes viennent vers la Banque islamique en demandant des financements directs. Par exemple, quelqu'un va venir avec un projet, on va dire, ok, il va vers le COECA, ensuite le COECA certainement va nous interpeller, on va nous dire non, c'est la Banque islamique qui doit faire, parce que le problème est dans un monde musulman ou autre chose. Donc, je vais m'arrêter, je vais finir par un exemple d'un projet, Go Forward. Une intervention que nous avons eue tout récemment avec là, c'est des interventions, mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais aller directement à la plus récente. Comment nous avons intervenu pour aider des femmes. Ouais, c'est bon. Là, c'était un projet d'autonomisation des femmes.
et les adolescents musulmans pauvres grâce à la formation professionnelle dans la division d'Achanoumou au nord-ouest. Ici, ce n'est pas un projet, je répète encore, l'organisation qui s'occupe de ça n'est pas venue directement voir la banque. Elle est passée par des partenaires et les partenaires ont sollicité la banque et nous avons financé ceci. À la fin, vraiment, les femmes, les jeunes filles, il y a une mobilisation vraiment générale de la communauté, il y a une sensibilisation, elles ont été formées, elles ont été outillées, elles ont eu des boutiques, elles ont eu de l'aide, le coaching, l'accompagnement, le mentorat. Il ne s'agissait pas juste de créer des emplois, on prévient la femme, on l'aide à comprendre son statut de femme, ses privilèges, on lui donne des capacités, on lui donne des outils, on crée une boutique et ensuite on l'aide à gérer. Et par la suite, vraiment, il y a un suivi pour savoir comment est-ce qu'elle s'en sort. Est-ce qu'elle ne se sent pas déphasée? On voit peut-être une dame qui vivait au Nigeria, mais elle se retrouve au nord-ouest. Comment est-ce qu'elle gère ça? Maintenant, est-ce qu'elle s'en sort dans son commerce? Est-ce qu'elle arrive à vendre? Est-ce que... Donc ça, c'est juste l'exemple d'un projet le plus récent au Cameroun. Donc, je vais m'arrêter là, vraiment. La banque islamique, il y a tellement à dire, mais ce serait vraiment pas... Ce serait très long. Et on a toujours plus à dire qu'on est avec des bailleurs et tout ça, parce que nos messages vraiment s'adressent pas très souvent aux bailleurs, des conversations, de collaboration et tout ça. Donc, merci. Merci Madame Aïssatou Samier. Et effectivement, ce que nous avons retenu, c'est que la Banque islamique de développement ne finance pas directement les individus, mais s'inscrit dans la politique d'un État dans lequel elle se trouve pour, à travers les associations, financer l'aide justement aux réfugiés. Et ici, nous allons accueillir Madame Sandrine Ziwa, qui est la directrice générale adjointe de Advance Microfinance. Bienvenue. À tous les panélistes, nous allons avoir des questions pour vous tout à l'heure. Hein. Bonsoir à tous. S'il vous plaît. Ok, donc, voilà, je pense que c'est d'accord, super, disponible. Donc, rebonjour à tous. Donc, en 5 minutes, j'aurai le plaisir de vous entretenir sur cette thématique importante qui porte sur le rôle, en tout cas, que peut avoir la microfinance en ce qui concerne l'inclusion financière des réfugiés. Mais avant, je vous parlerai en 1 minute de l'entreprise que je représente, notamment Advance Cameroun. Donc, Advance Cameroun est la première filiale du groupe Advance, un réseau international de microfinance qui existe depuis 2007. Donc, ça fait 15 ans d'existence. Et nous sommes présents dans 9 pays dans le monde, 3 en Asie et 6 en Afrique. Donc, diapo s'il vous plaît. En 4 points, nous allons dérouler cette thématique. Premier point, autour des mots-clés déjà portant sur la thématique. En deuxième point, nous allons aborder les liens qu'il peut y avoir entre les objectifs de la microfinance et les besoins financiers des réfugiés. Dans un troisième point, nous aborderons donc les perspectives qui peuvent s'offrir et on va comprendre pourquoi on parle de perspectives et ensuite on passera à la question de réponse. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de perspectives? Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun en tout cas, je pense que nous avons au Cameroun plus de 80%. Le Cameroun concentre plus de 80%
de tout le secteur sous-régional de la microfinance. Donc quand on parle de la sous-régionale, la zone qu'on voit le Gabon, et j'en passe tous les 6 pays, RCA, dans le Cameroun, à lui seul, concentre 80% du secteur de la microfinance. Mais très clairement, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable politique pour adresser la cible réfugiée. Et c'est pour cela que la thématique, c'est une perspective. Si aujourd'hui ce n'est pas encore fait, comment est-ce que cela peut, n'est-ce pas, s'envisager? Donc, si nous parlons de mots-clés, l'inclusion financière, c'est quoi l'inclusion financière? Je pense qu'il y a eu beaucoup. Je suis là depuis 9 heures, j'ai vu défiler pas mal d'intervenants. Il y a une panoplie multidimensionnelle, multiforme de définition portant sur toute cette sémantique-là. Donc l'inclusion financière, en un mot, pour le dire simplement, c'est tout ce qui peut être mis en place, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les personnes vulnérables puissent avoir accès à des services financiers. Et dans un sens plus large, qu'elles puissent, n'est-ce pas, relever les défis qu'elles rencontrent en ce qui concerne les difficultés financières. Les réfugiés, je pense qu'on peut plus définir ici c'est quoi, ce que signifie être un réfugié, tout le monde le sait. Et donc la microfinance est un outil donc qui aide à l'inclusion financière. Diapo, s'il vous plaît. Quels sont les acteurs donc de l'inclusion financière? Nous avons listé, il y en a plusieurs. Il y a les femmes, les exploitants agricoles, les jeunes, les PME, les micro-entrepreneurs, tout ce que vous voulez, les UML, les régulateurs, les pouvoirs publics. Mais surtout, ce qui est en gras, il y a les migrants et les réfugiés. Donc, ils sont aussi des acteurs de l'inclusion financière. Très rapidement, alors, nous avons listé en 5 grands points les besoins des réfugiés. Identifier les besoins des réfugiés pour permettre de savoir si, en tant que microfinance, nous pouvons répondre à ces besoins-là. On voit que les besoins des réfugiés, principalement, c'est la protection contre la violence, c'est pouvoir accéder à de l'eau potable et à de la nourriture, c'est pouvoir se loger, c'est pouvoir sécuriser sa famille et pouvoir travailler, bien évidemment contre salaire. Et c'est quoi les objectifs de la microfinance? On a pu mettre en évidence un constat. Très peu d'IMF dans le monde sont en capacité de servir la cible réfugiée. Pourquoi? IMF, déjà, c'est institution de microfinance. Parfois, on dit institution, parfois, on dit établissement. Mais pourquoi est-ce que les IMF ne sont pas en capacité de les servir? C'est parce que les réfugiés représentent une cible vraiment, comme c'est fait là, atypique. Donner le crédit, lorsqu'on parle de financer une activité, un projet, ce que le banquier voit derrière directement, c'est le risque. Et pourquoi il voit le risque? Parce que cet argent qu'il va mettre à disposition ne lui appartient pas. Que ce soit les banques, que ce soit les microfinances et toutes les autres institutions financières, on les appelle en général des intermédiaires. Ils font de l'activité d'intermédiation. Ils collectent de l'épargne qu'ils distribuent sous forme de crédit et, n'est-ce pas, avec au milieu un jeu de collecte, de création de valeur à travers les intérêts générés pour rémunérer l'épargne collectée. Donc, la microfinance a donc pour objectif de fournir des services financiers à ces personnes-là qui sont généralement exclues du système bancaire dont fait partie les réfugiés. Diapo, s'il vous plaît. Alors, si nous parlons de perspective, comment est-ce que, maintenant que nous savons les besoins des réfugiés et que nous savons aussi les objectifs de la microfinance, comment imaginer mettre en place un dispositif qui puisse satisfaire aux besoins des réfugiés? Donc, en résumé, comment autonomiser les réfugiés? Parce qu'il s'agit de ça en fait. Parce que quand un réfugié arrive dans un pays, un peu malgré lui, certes il vient avec un héritage, on a pu l'entendre dans les précédentes
interventions. Mais au fond, qu'est-ce qu'il veut? C'est s'intégrer. Et je pense que le temps qu'il est là, si dans son pays, après ça va mieux, il va rentrer. C'est aussi des fois ce qui pose le problème avec le banquier d'instabilité, de précarité, de volatilité, n'est-ce pas, du statut de réfugié. Donc, le Haut Commissariat des Nations Unies, c'est une statistique, a publié que 56% de l'ensemble des réfugiés sont en déplacement prolongé depuis plus de 10 ans et que plus de 60% des réfugiés vivent dans des communautés locales et y demeurent pendant plusieurs années. Donc, partant de là, on peut se dire qu'il y a véritablement une question à se poser en tant qu'institution financière sur comment accompagner cette population, vu que les microfinances ont d'abord une mission sociale avant d'avoir une mission financière. Donc, les différents services financiers que peut proposer la microfinance, ils peuvent se décliner déjà en services financiers. Nous le savons tous, la microassurance, l'épargne, le crédit, les transferts, les solutions digitales qu'on utilise aujourd'hui, banque wallet, wallet to bank, et la microassurance bien évidemment. Et il y a aussi et surtout les services non financiers. Les services non financiers que sont des formations, je sais pas moi, des conseils divers et de l'éducation financière, en passant par la sensibilisation. Donc, on peut y aller. Donc, toujours en perspective, concrètement, comment ça va se passer? Aujourd'hui, la question, ou du moins, comment je vais dire, oui, toutes les questions qui tournent autour de la protection, de la gestion des réfugiés, on va dire que c'est un peu comme un système où gravitent bon nombre d'opérateurs, bon nombre d'ONG, bon nombre d'acteurs. Et il est important que tous ces acteurs-là puissent, un peu comme dans de l'interopérabilité, se communiquer pour trouver le meilleur moyen de répondre, satisfaire donc aux besoins des réfugiés. Donc, premièrement, ce serait de favoriser une approche multipartenariale. Deuxièmement, sensibiliser et former les équipes sur le terrain. Ça veut dire que nous avons des collaborateurs, des agents de crédit qui sont formés pour une clientèle cible habituée. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut aborder la cible réfugiée. Il faut aussi bien faire ce qu'on appelle chez nous le profilage, la segmentation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est réfugié qu'on a forcément les mêmes aspirations. Ce n'est pas parce qu'on est tous des réfugiés qu'on a les mêmes aspirations. Certains peuvent vouloir faire des emplois d'agriculture, certains peuvent vouloir être autonomes, acquérir leur véhicule pour travailler par eux-mêmes. Je veux dire, il faut faire un profilage pour bien identifier pour les différents types, n'est-ce pas, de cibles des réfugiés, quels besoins appropriés pour les accompagner. Et bien évidemment, il faut également un accompagnement assez renforcé, plus renforcé que les cibles classiques d'ailleurs. Donc, pour résumer, ce que nous avions à vous dire aujourd'hui, c'était de préciser qu'il faudrait absolument qu'on se mette d'accord sur le fait que le renforcement des liens entre microfinance et les organisations de soutien aux réfugiés, je parle du Haut Commissariat, BID et j'en passe, et toutes ces organisations-là, est absolument nécessaire, n'est-ce pas, comme on l'a dit tantôt, et qu'il faudrait bien évidemment consolider et autant que faire se peut, étendre tous ces mécanismes de financement pour que les initiatives qui visent justement à soutenir le financement, l'accompagnement des réfugiés puissent se faire dans les règles de l'art. C'est tout pour moi. Je pense que ça fait 5 minutes. Merci, Madame la Directrice Générale Adjointe de Advance Microfinance. Nous avons retenu le profilage, la nécessité, la multipluralité des interventions avant d'amener le réfugié, la personne vulnérable, auprès des banques. Quoique des initiatives que vous pouvez avoir, c'est justement d'aller auprès des bailleurs pour des fonds de garantie. Et on a vu les exemples avec
Programme alimentaire mondial qui est passé par les opérateurs de téléphonie mobile pour utiliser leur téléphone et leur faire des transferts d'argent. Donc il y a une multi-inclusion qui se fait à ce moment-là. Nous allons accueillir ici sur ce panel quelqu'un qui nous vient de loin. Elle nous vient de l'Éthiopie. Elle a plus de 23 ans d'expérience, fondatrice et promotrice du Centre d'accélération de l'entrepreneuriat féminin. We're going to welcome here Mrs. Neges Haile. Thank you very much for having traveled from Ethiopia, and we are more than welcome to listen to you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Being at last in the time of lunch and long panel might be difficult, but I'll be very brief. I'm presenting to you a unique women's bank established by Women for Women. It's a commercial bank. So it's called Ennat Bank. Ennat means in our language in Amharic mother. There's nobody that doesn't have mother, right? Whether she's alive or not, you know, somebody has a mother. So this was our unique selling point when we were selling our shares, where currently more than 65% of our shareholders are women. So that's how we own the bank. So when we were starting, we were the 16th private bank in the country, and now private banks in Ethiopia have reached 30. So we're still the pioneer and unique women's bank, so let's go ahead. These are the founders, all of us women, 11 of us. I think you can see me there, the second from the last. These are pioneer women in business. Not all of us are women, like 4 of us are professional women. The one in red in between is now our Supreme Court judge. We are having prominent women, and 4 or 5 of them are top women in export, but they don't want other women to suffer the way they suffer. So that's why they committed themselves to establish the bank. So it was not an easy business. This is not my full-time task, was not when we were establishing the bank. All of us had our own full-time businesses, but again, somebody like those 11 women has to do it. Otherwise, the bank could not have been there to provide services to our women. So we had been meeting every night for 4 years, and we had no weekend at all. Every Saturday and Sunday, we had been meeting, because Monday to Friday was our full-time jobs. So we left a legacy, and we're really happy now. The bank has flourished, and currently we have 150 branches all over the country. Let's go ahead. So our vision was establishing a new bank that has never been in the country, but serving all men and women, but with a very special focus to women. So this had been particularly in providing access to credit, which most of our women, not only in Ethiopia, but all in the globe, have a problem because of collateral. So, our vision is to become a bank of choice in Ethiopia by 2030, even expanding now to neighboring countries like Djibouti, South Sudan, and the rest of even Kenya, and in Cameroon soon. So with our mission, we want to economically empower women, responding to their loan and credit needs. So in Ethiopia, among the 30 banks, we are the only bank that have a special department for women banking solutions. So when other banks were following our footsteps, because banking it's a business and everybody has to follow what we have been doing, which we are lucky. So each one of them started opening a special window for women. We really celebrated that, because our bank, Ethiopia has a population of 120 million, 51% women. Such a small bank with 150 branches cannot serve 51 million women. So we were really celebrated. Both the public and private banks were opening special windows for women. It can be a positive competition, but we saw it in a very good way, so that banks were really opening up to serve women.
So we provide different services to women. On financial services, like any other commercial bank, we provide services to men and women. But again, with a very special focus to women, we have got different financial products for women with attractive deposit rate, with a very special lending rate, and collateral guarantee solutions. Not all women, even women in small and medium enterprises cannot provide collateral because culturally most of the resources, either house or land or anything, is mainly in the names of men. And the husband should agree if a woman wants to go and take a loan. So the issue of collateral is a serious problem, not only for Ethiopia, to Cameroon and elsewhere. In non-financial services, we also provide literacy trainings, how they can handle their money. And so far we have addressed more than 40,000 women in financial literacy. We also are providing digital literacy trainings because we have opened our mobile lendings. We also provide capacity building training to our women employees because they have to be sensitive to provide services to our women. And we frequently organize informative workshops and we publish success stories. If you go to our website, to Unat Bank's website, you can see success stories of women that have taken loans, but again have exceeded to next levels of employing hundreds of women and men, and also generating foreign currency, most of them involved in export. In gender mainstreaming, we work a lot. As I've been saying, 60% of our paid capital is targeted to be by women. So far we have achieved 56%. It's a high rate. 60% of our banking clerical staff targeted to be women. We have reached 56%. 25% of our loanable fund allocated to women. We have reached so far 22%. And at least 60% of our depositors are targeted to be women, and we have reached 50 plus. So we're really exceeding women taking major roles on that. We have taken quite lots of initiatives. As I've been saying, we organize the gender sensitization trainings. We want every one of our staff to be gender sensitive and have a special lens for women. We are the only bank, I can say, that have sex disaggregated data. In our HR recruitment, we take affirmative action. We usually take fresh graduates, and some of them have reached now to be our branch managers. And the majority of our branch managers, which I was mentioning, of 150, about 100 of them are women graduates that have been fresh going through the process, but again, now in position of managing branches. We provide leadership trainings, and our gender inclusive key performance indicators are very bold, and we target women customers, the segmentation, both young, the mass affluent, and also the women in business. In deposits, we have different kinds of financial products. So we have a special rate. Normally it's 7% whenever someone is getting interest, but for special depositors for women on such a special account, it's called Slanchi for your cause. That means in English, for your cause accounts, we provide 9%. So we provide personal loans for women to buy their automobiles, their houses, so we finance mortgage loans as well. Okay. I've been mentioning the challenge of women in micro, small, and medium enterprises, where the major one, as I've been saying, and all of you know, is lack of collateral, and the high cost of small loans, because financial banks are not interested to provide small loans because it's expensive. And most of our women do not have track records, which financial banks really want. So we take that as an opportunity, and solving those collateral issues. We have funds of no collateral. We have partial credit guarantees, which we received quite good amount of money from SAID and SIDA.
where small and medium enterprises are requested only to show 50% collateral, including their cars, which most banks do not even receive cars as collateral, and their jewelry even as resources. So we have unrecognized collateral, as I said, loan against used cars and others. Right? Yes, the solutions we created as major financial products is the credit to MSMEs who have no collateral to access credit with interest rate of 11.75%. It's very low. I don't know what the rate, the interest rate in Cameroon. Anyone tell interest rate in Cameroon? 8 to 9. So low. No, I don't think. Not microfinance, but financial banks. Oh, that's low. Okay, so we provide 10 to 1,000 to 300,000 birrs, extended to 3 years, and collateral not requested from customers. We have also insufficient collateral loan scheme guarantee, which I was mentioning, the 50% which we received from USAID. It goes up to USD 2 million. It's quite a good number, and most of our small and medium enterprises are benefiting a lot. And because of this guarantee fund, we are now attracting more development partners to join us, like now the Netherlands, a huge bank from Netherlands. Again, another bank from the US is joining our bank to reach more women. We have unlicensed informal women business loan. It's not easy to provide loan for informal sector, as you might have so much defaults. But again, from all, women are the best, they pay. And I think this is very true. And I don't know, so far in our journey of 10 years, we might have 2 or 3 defaults. And you can imagine. So this usually we have been to reach the informal sector and mainly the women in rural areas. We use microfinance institutions because opening a new branch is very expensive. And to manage our money, so we contract our 4 to 5 microfinance institutions so that they reach rural women in the informal sector at very low interest rates. As I've been saying, we have the recognized property not identified as collateral, like a vehicle, which no bank is taking that, and jewelry as well. We also have emergency loans for women, for medical issues, for students, and all those. So women are quite benefiting it a lot. And we are in the process of working on uncollateralized digital lending, which we will soon be launching. Yeah. These are some of the financial products. One story which I just want to share to you is 65% of our shareholders are women. From each year's profit, our major shareholders are providing 3 to 5% to our risk fund. So that's the resource we are having. We extend it to women that cannot provide collateral. So we have different kinds of not in the RASE, and not like myself. That's one of the financial products we do. So we closely work with CSOs, and also NAT provides, sometimes we also do grants in equipment and cash. So not only loan, but for businesses which we receive see viability, NAT also grants either cash or equipment. This is again another product. It's called NAT Agash, NAT as supporter, NAT Legash, NAT as giver. So we have lots of financial products which we provide, and quite good number of women are benefiting from those services. We also work with civil society organizations and NGOs.
for the risk fund, we are mobilizing. We partner with different business owners, individuals. We receive grants as well from Ethiopians, even though our national bank doesn't allow grants from foreigners. But again, to enrich the volume of our risk fund, we receive grants from individuals, and that individual depositing his or her money can propose for whom that particular loan can be given. So we also work on that ways. In providing trainings, we closely work with the Ethiopian Enterprise Development Institute, with different CSOs and NGOs. In job creations also, we collaborate with NGOs like Mercy Corps, where like home workers and gig workers, you need somebody as a guarantee. So the bank is, because of the funding we got from Mercy Corps, we as ENNAT Bank provide loan guarantee to whoever wants to get employed, because in most cases, those poor women do not have a guarantee that can provide, but the bank can guarantee fund on their behalf. Yeah. So we join hands. We're really happy. I had been in the bank board for 9 years. 3 years in one term. For 3 consecutive years, I was in the board, and the majority of our board members are women. Because we want to own our own bank. So that's why our voices are really better heard. We are one of the most pioneer, better heard banks within our country, and the government really respects our bank, including our national governor. So we're really happy. And personally, we are very much involved in supporting other countries. Myself, I have been handholding our sisters in South Africa. They were in our bank for a week to study the processes of our bank, and back to East London in South Africa. I've been traveling back and forth, and they were able to establish their bank in South Africa. So we're glad to support Cameroon. You don't have to invent a new wheel. We really have gone a long way. It was not an easy process, but again, we're ready to support you, to bring you in our country, sit down in our bank, study the whole processes. Don't go and reinvent a new wheel. We have proved we have done it, and quite lots of women are benefiting from our bank. So come and join us. You can contact me anytime. You can get my contact from my organization. Congratulations. J'étais très impressionné, hein, même en tant que modérateur. Je crois que si la banque ENNAT, qui veut dire mère en araméque, langage en Éthiopie, ouvre son capital au Cameroun, je crois que je serai, sans être une femme, je serai l'un des premiers actionnaires. Donc rapidement, résumé de ce qu'elle a dit en anglais, c'est la banque qui s'appelle la mère. Vous connaissez déjà le rôle qu'une mère joue dans la vie d'un individu. Et ils ont commencé essentiellement avec un nombre de femmes. 60% aujourd'hui des actionnaires sont des femmes. Elles reversent 3 à 5% de leurs profits dans la banque. Il y a 150 branches qui existent dans le pays. Elles sont la première banque commerciale qui a ouvert une division spéciale, un département spécial dédié aux besoins financiers et bancaires des femmes. Au-delà de leurs services bancaires, elles offrent à l'intérieur de la banque des cours d'alphabétisation, des cours de digital, des cours d'inclusion financière. Elles ont ouvert également un programme spécifique dédié aux femmes, comme des comptes qui sont d'épargne rémunérés à plus de 9%. Elles se sont rapprochées justement des grandes agences internationales ou des grandes ONG pour obtenir des fonds afin que ces fonds servent de garantie pour prêter même aux banques, aux femmes ou aux individus qui n'ont pas de collatéral à apporter. Ils ont pris également le risque de pouvoir faire un prêt sur ce qui n'est généralement pas accepté comme collatéral, comme un bien, un véhicule, ce que vous détenez qui est accepté comme collatéral. En 10 ans,
ils n'ont eu que 2 à 3 personnes qui sont entrées en phase d'incapacité de paiement ou de remboursement de leurs prêts. Et enfin, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle offre justement à toute personne qui est intéressée de vouloir dupliquer, répliquer ce mécanisme ici au Cameroun. Elle est disponible justement pour répondre à toutes vos sollicitations, car il n'y a pas à réinventer la roue. Et pour rappeler à Freeland, qui est notre plus grande banque au Cameroun, a commencé justement comme une banque de microfinance. Donc, quand je vois le nombre de femmes ici dans cette salle, il n'y a que l'union qui fait la force. Donc je crois que rapidement, qui va prendre parmi vous la tête, ambassadrice Osman, vous connaissez la tête pour créer une microfinance? Moi, je suis déjà actionnaire. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut réapplaudir pour les panélistes? Sans tarder, on va aller vers des questions. Je pense que vous en avez sûrement. Je vais faire balader le micro et désigner le panéliste ou les panélistes pour lesquels vous avez des questions et elles vont vous répondre. Monsieur Diop de l'Organisation internationale des migrations s'est excusé. Il est parti. Donc, des questions? Il y en a une. Bonjour, chers panélistes, et bonjour différents participants et participantes. Je m'appelle Imelda Simon, je suis spécialiste en genre au plan international et je suis vraiment ravie d'être là. Depuis hier, j'entends, j'écoute beaucoup de choses très agréables d'ailleurs. Et aujourd'hui, encore plus, et je suis vraiment très ravie qu'il y ait cet accent sur les microfinances et j'ai beaucoup aimé également la première présentation sur l'inclusion financière. Toutefois, ma préoccupation est la suivante. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées par la directrice générale adjointe de Advance, mais c'était dans les perspectives. Et je me demande, les perspectives, là, on n'a pas vraiment présenté l'échéance, c'est pour quand, date limite, quand ou comment. Quels sont vraiment, j'ai vu, vous avez parlé vraiment de la mission sociale, en plus financière. J'ai entendu, vous avez vraiment cité parmi nos acteurs, il y a les jeunes, les femmes qui sont nos cibles principales à plan international d'ailleurs, et avec lesquelles nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que nous travaillons avec celles-ci, que ce soit réfugiés, population déplacée ou population haute. Mais nous avons justement ce hic-là qui est de, quand nous les accompagnons, parce que nous travaillons beaucoup avec eux dans la constitution de groupes, l'autonomisation et tout cela, mais quand nous allons vers des banques, on fait toujours face à cette difficulté liée aux conditions, aux critères pour accès au crédit. Et vraiment, j'ai quelque peu idée sur ma fin parce que je m'attendais à voir peut-être Advance étant ici, étant peut-être engagé à travailler main dans la main pour cette thématique-là avec les différentes cibles. Donc je me serais peut-être attendu de voir peut-être des critères que Advance présenterait qui seraient plus sensibles à la situation de ces différentes cibles-là, que ce soit réfugiés, les jeunes ou les femmes, c'est-à-dire situation liée aux différents manquements par rapport aux garanties et autres éléments qu'on demande souvent sur les critères. Je me serais vraiment attendue à voir Advance nous dire que, bon, voilà généralement les états ou ce qui est observé ou ce qui est requis dans la plupart des cas. Nous, à Advance, étant vraiment engagés pour cette cause, on se dit chez nous, on fait davantage attention ou on fait fi de tel élément qui est généralement un gros obstacle, où on propose ceci de différents et vraiment quelque part j'ai été sur ma fin, j'ai bien vu cela, beaucoup de choses dans les perspectives, c'est pourquoi je me demande à quand. Et je voulais vos vraiment... questions, hein, s'il vous plaît. À quand perspective, parce que c'était plus dans les perspectives, donc je demande à quand. Et si on pourrait travailler, compter sur vous, surtout, comme j'ai dit, on travaille beaucoup avec les jeunes pour pouvoir nous assouplir certaines de ces mesures pour faciliter l'autonomisation des jeunes avec lesquels nous travaillons. Ma deuxième
est vraiment un merci à la dame qui vient de passer, qui nous vient d'Éthiopie. Et je souhaiterais, nous, bon, à plan international, nous ne sommes pas une banque, mais je souhaiterais vraiment qu'elle puisse travailler avec nombreuses des banques avec qui nous allons pour apporter son expérience, l'expérience de l'Éthiopie, qui est avec travers sur Women Banking Solutions. Merci. Merci également à vous. C'est la 5e panéliste, je crois, qui vient de terminer sa prise de parole. Donc, Advance, est-ce que vous avez des questions? Elle a surtout voulu savoir, au-delà des perspectives, est-ce qu'il y a des échéances qui sont proches, ou quel mécanisme vous avez l'intention? C'est vrai, dans vos perspectives, vous avez parlé d'approche multisectorielle. Donc, quelles sont, selon vous, les perspectives concrètes qui seront faites? Merci. Prête le lien. Oui. Merci beaucoup pour cette question, très fondée d'ailleurs. Alors, dans mes propos introductifs, je pense que j'ai planté le décor en disant que véritablement dans le secteur de la microfinance, il n'y a pas, si vous voulez, une politique propre à comment adresser la cible réfugiée. Ça, c'est la réalité. Il faut que je vous la dise. Chez Advance, ça n'existe pas. Très clairement. Donc, si je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons des produits adaptés à la cible réfugiée, non. Et c'est pour cela que je dis aussi que cette thématique, c'est une perspective. Parce que c'est une vraie question, voilà, c'est un vrai constat en tout cas, qu'il faudrait qu'ensemble, on prenne en main. Parce que ça ne va pas être uniquement les microfinances. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette problématique. Vous avez suivi le représentant de l'OIM, je pense, qui a dit il y a ce sujet de risque, de garantie et tout. C'est le problème central. Et pour ça, il faut mettre en place, j'allais dire quoi? Des mesures de mitigation. Et ces mesures de mitigation-là, ça peut être quoi? Ça peut être des fonds de garantie. Mais ces fonds de garantie-là, elles sont... Qui les finance? C'est certainement, par exemple, des ONG ou des organismes comme Plan International qui peut, à travers les microfinances, soutenir, n'est-ce pas, l'action des réfugiés. Ça peut être aussi des produits types qu'on peut créer au sein des microfinances, tels que les crédits de groupe. Parce que quand vous prenez un crédit en groupe, vous constituez vous-même un fonds de garantie et à partir de cela, un peu comme les cantines au quartier, à partir de cela, on peut vous donner un crédit. Mais au-delà de cela, je pense que c'est une véritable question sur laquelle qu'il faudrait mettre sur la table avec toutes les parties prenantes, parce que ce n'est pas seulement la microfinance. L'argent que nous avons à distribuer en crédit n'appartient pas à la microfinance. Donc si vous voulez, mon intervention aujourd'hui n'était pas beaucoup plus sur le prisme de Advance, mais en termes, c'était beaucoup plus sur le prisme du secteur de la microfinance dans un sens général. Parce qu'une microfinance isolée ne peut pas faire tout le travail en même temps. Il faudrait donc l'implication de toutes ces parties prenantes, les pouvoirs publics, les ONG, les réfugiés eux-mêmes, pour mettre en place un dispositif qui puisse véritablement aboutir à quelque chose de praticable. Merci. Une question encore? Oui, nous en avons. Ok, merci beaucoup pour les interventions. Et je pense que c'est un début de... Les perspectives, c'est intéressant qu'elles soient faites dans le sens qu'on pose le doigt sur le problème et maintenant il faut se faire peut-être un plan d'action et je rebondis sur le point de Madame Duplan parce que en tant que secteur, oui, on intervient avec les réfugiés, on a ce qu'on dit chez nous, des deliverables, des choses qu'on doit faire parce qu'on répond à des projets, des bailleurs. Mais on a besoin de la microfinance. Donc, savoir que le secteur de la microfinance est prêt à sauter dans le bateau avec nous, c'est déjà très bien. Donc, je vous félicite Advance pour ça et aussi de porter la voix de d'autres microfinances parce que c'est sûr que si on dit on a Advance avec nous, il y a d'autres qui vont s'intéresser. Ça, c'est bien. Maintenant, et c'est vrai qu'il faut se donner des deadlines et s'engager. Il faut mouiller le maillot. OK? On a essayé de mouiller le maillot avec vous dernièrement. Il y avait M. Rengue, je pense, qui était avec nous. On a fait un atelier, c'est Making Microfinance Work for Refugees.
Et là-bas, on a aussi identifié la question que vous avez levée, dire que oui, il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps, on peut faire du profilage. On a fait tout ça, on a brossé ça. Maintenant, il faut développer des outils financiers qui répondent à la cible. Ça, c'est la prochaine étape. Donc, les perspectives, on a fini ça déjà. Merci de m'avoir rappelé. Mais là, on est dans développer les outils. Donc, on est avec vous et avec d'autres microfinances. Maintenant, il faut agir. Et parce que sinon, ça reste toujours le fantôme dans le placard, là, et on n'avance pas. Donc, je veux savoir s'il y a des microfinances qui veulent se mouiller le maillot. Advance a déjà dîné. Il y a qui a déjà dîné? On en a 3. En tout cas, Renato. En tout cas, il y en a 3 déjà. S'il y en a d'autres qui veulent mouiller le maillot, on veut savoir parce que nous, on avance. À la fin de ce projet des réfugiés, il faut qu'on ait au moins un outil financier qui serve à quelqu'un, au secteur. Parce que sinon, on n'aura rien fait. On aura formé des gens en entrepreneuriat, on les aura coachés, mais s'ils n'ont pas accès à la finance, ils n'auront pas réalisé. Mais on fait au moins ce qu'on appelle l'endogène avec les locaux. Ils font de l'épargne et tout, mais ce n'est pas suffisant pour développer. Donc, c'est ça qu'on cherche vraiment. Donc, s'il y en a d'autres, passez nous voir, on est là. Et puis, la Banque des femmes, s'il y en a qui veulent faire ça, ce serait intéressant parce que c'est aussi intéressant d'avoir une banque qui est spécialisée et qui regarde la problématique de la femme. Pas seulement la femme réfugiée, mais vraiment regarder vraiment qu'est-ce qui peut être fait pour les femmes. Donc, et avec des femmes. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, moi je suis preneur aussi. Lui seul dit nous met de l'argent. Je ne dis pas encore si je mets de l'argent, parce que je ne sais pas c'est combien, lui c'est déjà mouillé. D'accord. Ok. Merci beaucoup, mais voilà, nous approchons vers des situations beaucoup plus concrètes. Et je suis banquier, donc il y a plein de propositions que je peux vous faire. Je vois déjà la mise en place d'un fonds commun pour les réfugiés. Les fonds communs se déclenchent au moment où il y a le besoin. Mais on fait le roadshow pour aller voir toutes les banques qui s'intéressent et on nomme un administrateur de ce fonds commun qui développe des outils financiers pour y arriver. Et puis, les pays où la capacité de financement y est, ce n'est pas un souci. Discuter avec l'État du Cameroun pour demander 0,5% des transferts financiers qui pourraient être une assistance vers les réfugiés ou vers un fonds commun de placement pour les banques. Famille, vous avez vu l'exemple de l'Éthiopie. Une deuxième personne a dit qu'elle est partante pour une banque des femmes. C'est vrai qu'il faut au minimum 300 millions pour créer une microfinance. Mais elle vous a fait parcourir leur parcours qui a duré plus de 5 ans, où elles ont dit que le samedi et dimanche, ce n'était pas les jours de repos pour ces dames-là. Et aujourd'hui, c'est l'une des premières banques commerciales dans le domaine d'appui et de financement aux banques. Et elles sont aujourd'hui en appui de fonds de garantie, c'est-à-dire quoi? On vient vous déposer de l'argent que vous destinez aux réfugiés. Mais de manière administrative, 27% ou 30% de cet argent, c'est le vôtre, parce qu'il sert à votre fonctionnement ou à administrer les prêts. Donc, en réalité, il y a de l'argent possible. Donc, s'il y a des idées qui génèrent là, on peut tous à la fin ici se regrouper et commencer à discuter. D'autres questions? D'autres questions dans la salle? Oui, bien sûr, Alice. C'est ça. Bien que je n'ai pas été présente à toutes les présentations, je vous remercie déjà, les panélistes. C'est vraiment un sujet très intéressant, mais je pense qu'au-delà de l'engagement, il y a des problèmes structurels assez pertinents qui sont des obstacles vraiment à l'accès à la finance des réfugiés et des communautés qui se retrouvent souvent dans des zones très reculées. Là où on a l'enclavement, le manque d'énergie, le digital, je pense qu'à ce problème de financement, il faut associer également ces différents éléments-là. Comment toucher la femme en zone rurale qui ne peut pas charger le téléphone, qui n'a pas de téléphone envoyé, qui
est à une distance de je ne sais combien de kilomètres, pas de route pour rejoindre la microfinance ou bien la banque la plus proche. Je pense que quelque part, il faut également répondre à ces questions-là pour pouvoir vraiment répondre, enfin, toucher nos cibles qui sont très souvent villageoises. Il y a également l'analphabétisme qui reste également un obstacle. Bien qu'elle nous ait toute la volonté de développer du business, de faire des affaires, de sortir vraiment de la précarité, il y a également ces problèmes-là qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, ce n'était pas une question, c'est une contribution pour dire que c'est un problème peut-être qui nécessite une pluridisciplinarité. On doit réfléchir vraiment dans ce sens-là, les routes, l'électricité, le digital également, l'alphabétisation, l'éducation financière, ainsi de suite. Merci. She has one question, Mrs. Aye. Do you serve refugees as part of your offering of services? Yeah, even though it was not, the number is not that big like Cameroon, we have refugees from South Sudan, Somalia, and many other areas. But we have funding for marginalized group. We call them the vulnerable group, which includes definitely the refugees. But we more work on returnees. We have, to Arab countries, Ethiopia should be #1, sending helpers, home workers. So in those areas, we have so many women that are returnees. So what we do, when they are in the Arab countries, we support them to open accounts at our bank. So that whenever they are coming back, the bank will provide them loan based on their savings. One thing, we are encouraging them to save. So that we teach them on saving culture. Because of the remittance, they are getting a lot of money when they are going out. But when they are coming back to start income generating activities, our bank provides them additional loan facilities. So far we don't have stories of refugee loan facilities. It's a delicate and a very difficult area because it really needs, I think we need more to learn from Cameroon on that, because you have so many refugees that you're hosting from your neighboring countries. But again, on returnees and on the more vulnerable group, we support quite lots of, particularly women in those areas. But one thing I want to add, if you allow me, on my other hat, we are working more on e-commerce. So we are currently launching our e-commerce platform where more than 150 companies are already on board from Ethiopia, Kenya, and Rwanda. Cameroon is now joining us, and other 10 countries are going to join us. We need to support also the other group of women, even though this is not the theme for our discussion here. On G100, I'm the global chair for global trade. So that's my other hat, and we're working towards that. So we're currently coming to Cairo for the Inter-Africa Trade Fair. It's November 9 to 15. Whoever you are interested to join us will be good. And then in Ethiopia in November 2024, we're organizing a very big continental event and trade fair. So I invite Cameroon women. I've already taken some you can contact us, Caroline, who's my good friend. So we will be glad receiving a delegation of women to Ethiopia, because that's a place where you can really do business. We're going to bring more buyers from all over the globe. Thank you. Thank you very much. En un mot, ce qu'elle a dit par rapport à la question de savoir si la banque ENAT sert véritablement les réfugiés, ils nous ont dit qu'ils ont quelques cas, pas beaucoup, c'est quand même un profil assez difficile, mais beaucoup plus des Éthiopiens qui reviennent de l'étranger et se retrouvent en situation vulnérable. C'est pourquoi ils les encouragent à cette diaspora qui est allée travailler d'ouvrir des comptes au niveau local, afin que tout ce qu'ils puissent gagner à l'étranger, ils aient quand même gardé quelque chose ici. Mais le second chapeau qu'elle porte, c'est dans tout ce qui est commerce international, commerce électronique,
où il y a déjà 150 entreprises qui supportent l'action de pouvoir vendre en ligne, et ils ont une conférence dans le mois prochain au Caire et en novembre en Éthiopie. Du 20 au 24 en Éthiopie, et qu'elle serait contente d'accueillir une délégation qui viendra du Cameroun, qu'on prenne attache avec Madame Caroline Kender. Y a-t-il encore d'autres questions, s'il vous plaît? S'il n'y en a pas, juste une recommandation à toutes les interventions, n'oubliez pas les opérateurs de téléphonie mobile. Et ce sont les seuls au Cameroun aujourd'hui qui peuvent mettre des affiches dans les 475 000 km² que nous avons en 72 heures. Ils ont la base de données de tous les numéros de téléphone au Cameroun. Ils ont des budgets en marketing et d'affiches chaque année d'au moins 6 milliards de francs CFA. Donc, si pour une action pour les réfugiés dans laquelle MTN ou Orange fait une affiche et que la campagne publicitaire va durer 3 mois et ça coûte 300 millions, ils peuvent faire la publicité pour ça, bien évidemment, vous, en vous assurant que la population que vous servez est des puces MTN ou Orange et font des services à valeur ajoutée de transfert d'argent. MTN a déjà pris le risque de s'associer à une microfinance pour donner un prêt. Moi-même, j'ai testé. Je n'utilise pas beaucoup le numéro Orange, mais MTN, quand j'ai demandé le prêt de 30 000 francs, ils me l'ont accordé au bout d'une heure. Et j'ai dû rembourser en 72 heures. Donc, on a déjà quelque chose qui est embryonnaire pour passer par là. Mais la capacité financière des opérateurs de téléphonie mobile est très forte. Donc, ne les oubliez pas comme acteurs. Donc, sur ce, je vais résumer ce qui a été dit à travers ce panel. Panel qui avait la thématique de la microfinance pour les personnes vulnérables, réfugiés et migrants. On a d'abord eu la présentation de ce que fait l'OIM à travers M. Diop, qui a précisé les types de la nécessité de faire de l'information. Il a pris un cas d'exemple à l'avenue Kennedy où ils sont partis présenter ce qu'ils pouvaient faire. Très peu avaient accès à cette information. Ils vont beaucoup plus loin, justement, en accordant des prêts aux réfugiés, un montant de 400 000 au départ, puis 300 000 francs, lorsque les 400 000 francs ont été au préalable d'abord bien utilisés. Et ils servent tous les réfugiés et les migrants qui viennent au Cameroun et s'inscrivent également dans la politique et la stratégie nationale. Nous avons ensuite eu Madame Aïssatou Samié de la Banque islamique de développement, qui n'est pas une banque commerciale, la précision est de taille, mais qui finance au travers des politiques nationales de réfugiés. Donc, faites aussi le plaidoyer auprès de Madame la ministre de l'Habitat, auprès de Madame la ministre professeure Abena qui a parlé hier sur justement les politiques. Et c'est eux qui peuvent, au travers, porter vos projets et aller au nom du Cameroun demander des financements. Le projet des filets sociaux est passé par là, financé à travers 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Nous avons ensuite eu la directrice générale adjointe de Advance qui a présenté les perspectives, a appelé vivement à cette multidisciplinarité d'intervention qui puisse amener justement, je crois, à l'exemple de ce que la Banque ENAC fait déjà, quand plusieurs acteurs se mettent ensemble, ils peuvent porter loin. Maintenant, quand on est allé avec Madame Miguel Ali pour terminer, elle a présenté un modèle totalement innovant et qui m'a rappelé ce que CCI Bank était il y a 20 ans, il y a 30 ans, juste une microfinance, MC2 carré pour ceux qui étaient plus vieux ou plus jeunes à l'époque. C'est comme ça qu'Afriland a grandi. Donc, elle a jeté justement l'opportunité, et à vous de la saisir, de présenter cette banque. Donc le nom est mère, donc qui déjà résonne pour nous qui avons sacralisé la femme et la mère, ça résonne spécifiquement dédié à une population
de femmes, 150 branches ouvertes depuis leur création dans toute l'Éthiopie, et tous les différents produits qu'ils prennent. Ce que la banque, les autres banques commerciales ne prennent pas, eux, ils acceptent que vous amenez même une voiture congelée, pour parler en termes camerounais, que ce soit le collatéral. Donc ça veut dire, vous prenez une voiture à 200 000, elle roule un peu, ENAT est capable de vous donner un prêt basé sur cela. Et c'est un modèle qui peut fonctionner dans un autre environnement. Si vous trouvez la polygamie, ça veut dire que les femmes sont nombreuses et qu'elles peuvent cotiser de manière en tontine, se regrouper. C'est au-dessus le niveau auquel ENAT est arrivé, c'est au-dessus de la tontine. Et elle appelle justement à dupliquer, à repliquer ce modèle qui est disponible. Donc si vous avez une clé, peut-être ne partez pas sans cette présentation où les organisateurs vont vous les envoyer. Donc, ce qu'on peut retenir pour que la microfinance se déploie vers les réfugiés, il faut, comme l'a dit madame tout à l'heure, il faut des outils beaucoup plus efficaces. Il faut que les partenaires se mettent ensemble, et avec vous, ce sera possible. Donc sur ce, je remercie tous les panélistes, que je demande qu'on applaudisse encore pour eux, et qu'on applaudisse aussi pour vous-même qui avez attendu. Merci.